Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est le Cerebral Assassin, le King of Kings et l'actuel responsable créatif de la WWE. Mesdames et messieurs, Triple H! Souvenez-vous, dans la partie 1 que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, The Game nous parlait, dans cet entretien passionnant avec Logan Paul qui a eu lieu le 2 août 2022, de son alchimie exceptionnelle avec The Rock, de comment il a appris à transmettre des émotions dans le ring, mais aussi du jour où il a assommé Kurt Angle par accident pendant un match. Et aujourd'hui, il va évoquer les parallèles qui existent entre le cinéma et le catch, les coulisses incroyables du recrutement des futurs superstars, notamment chez les sportifs universitaires, et même nous livrer sa vision pour l'avenir de la WWE. N'hésitez pas à faire comme Siwa Prophet, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Triple H chez Logan Paul. C'est parti! Maintenant, vous êtes le responsable créatif à la WWE et vous parliez d'une des ères les plus qualitatives de l'histoire. Comment continuer à avoir ce même niveau d'excitation aujourd'hui et donner à cette nouvelle génération de fans des moments dont ils se rappelleront toute leur vie? Il y a tellement de médias et de contenus dans lesquels se perdre de nos jours. Vous pensez que la WWE est aussi forte que pendant l'Attitude Era? Je pense que oui. Stone Cold Steve Austin et moi, on avait l'habitude de se mettre juste derrière le rideau pendant les shows et de regarder tous les matchs. J'étais en tenue 30 minutes avant mon match et je regardais tout. Et Steve, c'était pareil. On regardait le show et on commentait tout ce qui se passait. C'était tellement rafraîchissant et nouveau à l'époque. Et on se demandait tout le temps si ça pourrait redevenir aussi gros que c'était dans les années 80, à l'époque de Hulk Hogan. Et je me rappelle précisément être à Pittsburgh une fois, voir la salle remplie au maximum, alors que quelques mois avant, c'était à moitié vide. Avec Steve, on se disait que c'était dingue à quel point c'était devenu énorme. En l'espace de quelques semaines, tout le monde en parlait. Le monde est différent aujourd'hui. Il y a tellement d'options. Des podcasts, des shows télévisés, du streaming. Tu peux regarder ce que tu veux, quand tu veux. C'est plus juste un moment dans le temps où à 21h, t'as le choix avec peut-être 5 autres bons programmes à la télévision. Et c'est différent. Vous devez aussi faire plus attention maintenant en termes de violence et de choses hardcore qu'il pouvait y avoir avant. Souvent, tout ça est exagéré. C'est l'histoire qui compte. Je compare toujours tout ce qu'on fait à des films. Selon moi, quand tu regardes un film et que c'est juste un slasher movie, un film d'horreur avec un tueur, ça peut être fun, mais ça va pas te marquer à vie. C'est juste du sang, de la violence. C'est comme si c'était un concours pour créer la mort la plus violente ou la plus gore. C'est pas mémorable, c'est les histoires dont on se souvient. Même pendant l'Attitude Era, on faisait beaucoup de choses folles et choquantes. Mais la raison pour laquelle ça a traversé le temps, c'est pas pour ces moments choquants. Ça, c'est juste ce qui t'a fait te dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce qui t'a fait rester devant nos shows, c'est les émotions et les histoires. Tu as pas besoin de choquer si tu as des émotions et des histoires. Je me rappelle, quand j'étais petit, tout le monde aimait le feuilleton General Hospital. Le monde entier était captivé par leur storyline. Et pourtant, en le voyant, je me disais que c'était le truc le plus stupide que j'avais vu de ma vie. Le jeu d'acteur était mauvais. Mais le monde entier était captivé parce que l'histoire était tellement bien. Et quand tu regardes General Hospital quelquefois, tu finis par vouloir savoir ce que les personnages vont faire après. Je suis ami avec John Milius. C'est l'homme qui a écrit les films Conan le Barbare et Apocalypse Now. Et un jour, il m'a dit « Les mitraillettes, ça devient ennuyeux au bout de 5 secondes. Tout le monde s'en fiche. Mais je peux te faire une scène de 30 minutes dans un film avec juste 2 gars, un flingue et une seule balle, avec de la tension. Et tu t'en rappelleras toute ta vie. 10 000 balles d'une mitraillette face à une seule balle. Une balle qui va te faire stresser et ressentir, te demander ce qui va se passer. Je me rappelle du film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. La scène d'ouverture avec le fermier à la campagne qui cache des gens sous son plancher. Tu transpires pendant toute la scène.
Tu l'oublieras jamais. Un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, et dont tout le monde se souvient, c'est Shining de Stanley Kubrick. Et pourtant, c'est pas un film gore, avec plein d'effets spéciaux et plein de violence. C'est l'émotion et ce que tu ressens devant ce film qui te fait peur. C'est comme les films Les Dents de la Mer. À cause de lui, plein de gens ont peur de nager dans la mer. Et pourtant, tu y vois à peine le requin. En plus, c'était un problème technique à la base, parce que le requin qu'ils avaient fabriqué marchait pas. Au final, ils ont annulé les scènes gore qu'ils prévoyaient. Et tu vois juste des images du point de vue du requin et de la musique. C'est comme dans la vraie vie. Tu ne vois pas le requin quand tu es dans l'océan. Ça revient à ce qu'on disait avant. Qu'est-ce que tu montres ou pas? Ce que tu dis ou pas? Des moments de silence qui peuvent captiver les gens. Tu peux avoir conscience de ça. Mais sur le moment, quand tu es dans un match devant 50 000 personnes et qui deviennent fous, il faut avoir la force d'attendre. La force de rester silencieux. Prendre le risque de ce moment de calme pour pouvoir aller au niveau suivant. C'est un risque et beaucoup de catcheurs n'ont pas le courage de le prendre. Mais si tu le fais, ça peut être magique. Comme j'ai dit, il doit y avoir une histoire. Mais les effets spéciaux doivent être bons quand on les fait. Il doit y avoir ces moments commerciaux pour pouvoir vendre le film. Par exemple, il y a des milliers de films qui existent, qui n'ont jamais intéressé personne, ou que personne n'a jamais regardé, parce qu'il n'y avait rien à la base qui les a attirés pour aller les voir. C'est marrant, parce qu'au début, quand je suis arrivé à la WWE, c'était Vince McMahon en Gorilla Position en coulisses. Et maintenant, c'est vous. Je ne pourrai jamais être à la hauteur de Vince McMahon. Son héritage est colossal. Mais il y a une grande opportunité pour emmener la compagnie dans une direction où elle n'est jamais allée. Sans Vince et sans sa vision, il n'y aurait rien de tout ça. Il a pris ce petit spectacle qui avait lieu dans des bars et en a fait un phénomène global. WrestleMania est une des franchises sportives les plus importantes sur la planète. On a des milliards de followers sur les réseaux sociaux, plus de 70 milliards de vues sur YouTube. Ce niveau-là d'interaction avec les fans et leur degré de passion pour ce qu'on fait est unique. Plus que n'importe quel autre sport et n'importe quel autre divertissement. Certains films n'ont du succès que dans certains pays. Certains sports n'ont du succès que dans certains pays. Il n'y en a aucun qui va partout, à part la WWE. En toute honnêteté, quel a été votre premier ressenti quand vous avez entendu que Logan Paul, le frère de Jake Paul, allait rejoindre la WWE? En toute honnêteté, je me suis demandé, c'est qui ce type-là? Mais entre-temps, j'ai pu découvrir Logan, et c'est massif ce qu'il fait. Croyez-moi, il y en a eu toutes ces années des célébrités qui sont venues nous voir en disant qu'elles voulaient devenir des superstars dans la WWE. Mais dès qu'elles ont été un peu dans le ring, c'est plus la même histoire. Logan et Bad Bunny, c'est pareil. Vous avez mérité mon respect. Parce que pour faire ce que vous avez fait, il fallait vous dédier à ça à 100%. Que ce soit le premier truc auquel vous pensiez le matin en vous réveillant et le dernier truc auquel vous pensiez avant de dormir. Vous êtes aussi très impliqué dans le recrutement de futurs superstars et dans NXT aussi, c'est ça? Il y a des années, on parlait avec Vince McMahon. Il y avait un moment dans le temps où Vince avait tellement de succès dans la construction d'une marque forte, mais où en interne, il avait fait fermer tous les autres territoires et ces endroits où les gars pouvaient aller apprendre à catcher. On a commencé à se dire que si ça continuait comme ça, dans 10 ou 20 ans, on serait fichus. Elles viendraient d'où les prochaines superstars? Quelqu'un doit leur apprendre, parce que ce que les gars apprenaient à l'extérieur à l'époque était pas bon. Quelqu'un devait leur apprendre le business correctement. Comment tu peux développer de meilleurs performeurs? En construisant un performance center. Un endroit au top du top dans lequel un sportif de haut niveau peut rentrer et se dire qu'il a envie d'y bosser tous les jours pendant un moment. Puis, en créant un show dans lequel ils peuvent apprendre. Donc, on a créé NXT. La difficulté pour nous, ça a toujours été le recrutement. Trouver des personnes passionnées par ce business, avec les compétences athlétiques qu'il faut, le charisme qu'il faut et la bonne personnalité. Le plus grand regroupement de personnes qui peuvent avoir tout ça, c'est les sportifs universitaires.
C'est pourquoi la NFL peut se permettre de laisser partir 500 joueurs chaque année. Parce qu'ils ont un océan de talent qui vient à eux tout le temps. Pour chaque personne qui fait du football américain, qui attend d'aller à la NFL, il y en a des centaines d'autres dans d'autres sports que personne ne regarde. Et il n'y a pas de perspective professionnelle pour eux. Un gars, par exemple, qui fait du lancer de marteau, une fois qu'il arrête, soit il devient coach, soit il va faire autre chose dans le domaine où il a eu son diplôme. Mais on ne pouvait pas s'engager avec tous ces sportifs universitaires de la NCAA, parce qu'ils avaient leurs propres règles. C'était compliqué. Mais depuis le 1er juillet 2021, la loi NIL est entrée en vigueur, qui permet aux sportifs universitaires de monétiser leur nom et leur image. Ça a tout changé pour nous, parce que désormais, je pouvais parler à tous ces athlètes et leur offrir cette opportunité de venir à la WWE. En plus, beaucoup d'entre eux ont grandi en nous regardant à la télévision. Ils sont encore jeunes, à peine plus de 20 ans, et ils vont pouvoir se dire qu'ils vont tenter leur chance. Je parlais avec Biggie l'autre jour, et il me disait à quel point c'était un déchirement pour lui, quand à l'université, toute sa vie était dédiée au football américain, avec tout l'esprit de camaraderie dans son équipe, mais qu'au moment où il a eu son diplôme, tout s'est arrêté. À ce moment-là, tu te demandes ce que tu vas faire de ta vie. Tu trouves peut-être un boulot, mais c'est plus pareil. Et maintenant, ces jeunes ont l'opportunité de venir à la WWE. S'ils ne vont pas aux Jeux Olympiques, ou s'ils ne deviennent pas des joueurs professionnels, par exemple. Maintenant, on peut aller vers eux et leur dire de venir chez nous. Nous, on n'est pas une entreprise de poulets qui va payer ses athlètes pour faire notre publicité. On travaille avec des sportifs qui veulent faire partie de la WWE, dans lesquels on peut investir. On a une vision sur le long terme. Ils font notre promotion dans chaque tournoi ou chaque match où ils vont. Ils représentent notre compagnie. Et quand ils arrivent à la fin de leur carrière universitaire, on a travaillé avec eux sur tout ce qui est financier, réseaux sociaux, sur l'idée qu'ils construisent leur propre marque. On a travaillé avec eux sur tout ça. Et ils deviennent de plus en plus célèbres. S'ils ne viennent pas chez nous, à la fin de ces 2 années, ils auront été un panneau publicitaire de la WWE pendant tout ce temps. Mais s'ils viennent chez nous, on est déjà en avance et on connaît les êtres humains qui sont, les athlètes qui sont. On peut créer des superstars. Et c'est ce qu'on fait. De Bruno Sammartino dans les années 60 à Roman Reigns aujourd'hui. Et on peut aussi mentionner Brock Lesnar dans cette liste. Parce que Brock, c'est à la WWE qu'il a développé son charisme, sa personnalité. Son niveau de promotion était immense quand il est allé à l'UFC grâce à tout ça. Tous les autres sports, ils attendent que leur prochaine grande star qui captivera les foules arrive. Nous, on est différents. On peut contrôler tout ça. Et surtout, nous, on peut contrôler le fil narratif. Une fois, Dana White, le boss de l'UFC, me parlait du fait qu'il faisait de son mieux pour s'implanter en Chine et qu'il espérait de tout son cœur que la chinoise Zhang Weili gagne son combat dans le show qu'ils avaient organisé là-bas. Et je lui ai dit que c'est la magie de ce qu'on fait nous à la WWE. Moi, je sais qu'elle va gagner. Pour finir, je voudrais dire que je suis impressionné à quel point la WWE est une entreprise familiale. Toutes ces années avec Stephanie McMahon, vous avez travaillé en tandem à la WWE, mais aussi à la maison, puisque vous êtes mariés. Et vous avez des enfants, c'est ça? Oui, on a 3 filles. Une de 16 ans, une de 14 ans, une de 12 ans. Je vais être honnête, ça a l'air d'être un cauchemar. Notre fille de 16 ans vient d'avoir son permis et a commencé à conduire. Celle de 14 ans, je suis en train de lui apprendre à conduire. J'ai peur de quand la plus jeune apprendra, parce que c'est la plus folle. Vous êtes tous les deux tellement occupés. Mais qui élève ces enfants? Oh, on leur met des croquettes, un peu d'eau, et on les enferme à clé pour qu'ils s'échappent pas. Et on les laisse faire leur vie. C'est quoi le plus gros challenge quand vous travaillez avec la personne avec qui vous êtes marié? Le plus dur, franchement, c'est de toujours avoir raison. Je vais me faire engueuler quand on va rentrer à la maison. Et tout a commencé entre vous dans une storyline à la WWE, c'est bien ça? C'est pour ça que notre mariage fonctionne si bien, depuis presque 20 ans. On est plus amoureux et heureux maintenant qu'on l'était à l'époque. C'est vraiment génial d'être marié à sa meilleure amie. On dit toujours
que ça marche si bien? Parce qu'on a pu avoir une répétition à la télévision. À la télévision, on a été mariés. On a eu un divorce violent. Donc en fait, on a déjà connu tout ça. Et maintenant, dans la vraie vie, tout va bien. Patron, merci pour cette interview. Et merci de m'avoir aussi bien accueilli dans ce business. Merci à toi pour ta passion pour ce business. Tu vas encore plus nous faire grandir. Et on va encore plus te faire grandir. Quand on nous demande comment on voit les choses se développer dans le futur, on est Disney. On va être de plus en plus gros sur le long terme. Personne nous arrêtera. Incroyable. C'est génial. Merci Triple H. Et voilà pour cette partie finale de l'interview de Triple H avec Logan Paul. Un entretien très intéressant qui nous apprend beaucoup. On pense notamment à tout le processus de recrutement des sportifs universitaires et aussi à sa vision de la compagnie dont il souhaite faire un empire du divertissement à la manière de Disney. Et ça me fait vous poser une question. Quels sont les changements qui vous ont le plus marqué à la WWE depuis l'été 2022 ? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous êtes fan de l'intensité de Triple H dans le ring, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.